J'étais un grand admirateur de Napoléon, je trouvais que... Enfin, j'aimais beaucoup Napoléon, forcément je viens de la droite, donc quand t'es de droite, normalement t'aimes bien Napoléon, c'est presque consubstantiel à être de droite, tu vois. Mais ce fait-là, le rétablissement de l'esclavage, alors même qu'il a déjà été aboli, fait que on ne peut pas le considérer comme une figure lisse et sans tache. Ce truc-là... Personne. Si, ce truc-là... Personne, mais il, si. il a envoyé Tu un vois, quart moi, de j'ai la fait- jeunesse Mais européenne non. crevée, même les grands bonapartistes, personne ne mais considère si, qu'il mais est t'as sans des- tâche, Napoléon. Non, mais... C'est ça, quand sans Zemmour tâche, te dit, je sans tâche, prends de j'exagère, Vercingétorix à la Bastille, l'histoire de France, il prend aussi les choses avec lesquelles il n'est pas d'accord. Il va pas te dire qu'il Ouais, soutient... mais, Le peuple et la gauche. Le premier, terme fourre-tout pour parler aussi bien des classes populaires, moyennes ou des minorités, alors qu'eux-mêmes ne savent plus où se placer. Le deuxième, signifiant un mouvement d'idées dont les contours sont plus flous que jamais. Entre gilets jaunes, abstentionnistes, oubliés de la mondialisation et minorités opprimées, qui les représente aujourd'hui? Entre républicaines, écologistes, universalistes et souverainistes, comment définir la gauche aujourd'hui? Et est-il possible de la réconcilier entre elles et avec le peuple, au sens le plus large du terme? C'est Valran pour le crayon, votre présentateur est prêt, votre débat est prêt. T'es prête, toi, Mathilde? On se retrouve dans le ring. Vous mentez. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bah allez-y, je pense à quel chiffre là? 70 milliards, N'importe quoi. Je pensais à 1000. c'est pas le concours de la petite blague. Parce que tu veux, j'entends pas. Non, Vous trouvez oui. ça normal? Ni bien ni pas bien, je suis pas venue là pour avoir des bons ou des mauvais points. Que vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe, vous ressemblez à mon oncle Mahfoud au Maroc. Ah, Monsieur Chambaud, votre adversaire vient de marquer un point, une réaction. Les gens n'ont plein de cul des arabes. On se calme là, merde! Pas possible, c'est pas une cour de récré, merde! Faites la paix! On se retrouve donc au cœur du débat. Je suis aujourd'hui avec Greg Tabivian. Salut Greg. Tu es humoriste et youtubeur politique de la chaîne Oui. Je suis pas content TV. Ouais. Oh, je suis pas content, il y a Macron qui a fait un beat. Et je suis aussi avec Antoine Léaumont, directeur de la communication numérique de la France Insoumise. Bonjour. Antoine. Bonjour. On est ravis de te recevoir sur la chaîne. Je le dis à titre personnel, j'ai suivi tes vidéos depuis pas mal de temps. Merci. Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce dimanche 5 décembre, j'étais l'invité de CNews pour parler du meeting de Jean-Luc Mélenchon et du meeting d'Éric Zemmour qui avait lieu le même jour. Et je le trouve extrêmement instructive. Et donc du coup, on va parler aujourd'hui de comment définir la gauche, comment potentiellement la rassembler, quels sont les désaccords, et est-ce que ces désaccords sont fondamentalement irréconciliables. Prends juste cet exemple-là, mais il y a certaines personnes qui sont disqualifiées du terme de gauche, si tant est comme tu dis qu'il y a encore un sens, mais sont disqualifiées du camp de gauche, on va dire, et je prends l'exemple de Michel Onfray ou même de Tatiana Ventose, comme on en parlait tout à l'heure, Ouais. parce que ce sont aujourd'hui des gens qui le sont disqualifiés, et qui sont disqualifiés par exemple par des profils comme le youtubeur et journaliste Usul ou la militante Rokhaya Diallo. Et c'est une question que je pose aussi, c'est du coup, ces gens-là sont-ils encore de gauche? Qui décide qui est de gauche? Et en fait, comment on peut tracer les contours de ça? Et au-delà du côté gauche, peut-être le camp anticapitaliste dans ce cas-là. Qui décide de qui on est de gauche? Bon, alors là, il y a eu du name dropping, donc comme on dit maintenant. Donc là, je pense que c'est des histoires qui sont personnelles. Pourquoi est-ce Bien que sûr. Rokhaya Diallo Mais faut s'en globaliser prend à cette une autre affaire. partie de la gauche? Rokhaya Diallo est de gauche? Non. Rokhaya Diallo s'en prend à des gens de gauche parce qu'ils sont de gauche. Puis Rokhaya Diallo, elle n'est pas de gauche. Rokhaya Diallo, elle fait des défilés pour Gucci. Rokhaya Diallo, elle a une vision de la société extrêmement communautarisée, qui est complètement à l'inverse des valeurs de la République qu'elle critique à longueur de bouquin, donc elle n'est pas de gauche. Faut arrêter de raconter n'importe quoi. Après, Usul, c'est des histoires personnelles, je pense, d'embrouille là. Et puis on ferait, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont poussé dans l'escalier, mais il a fait des galipettes aussi quand même. Hein. Il en a dit des choses qui sont quand même assez conservatrices, voire réactionnaires. On ferait... Je le dis parce que lui se revendique encore aujourd'hui de gauche. Non, mais il a le droit de se revendiquer de gauche, mais il va nous faire penser... Enfin, oui, il a le droit, bien sûr. C'est toute la question. Tu disais, il y a une partie des gens de gauche qui sont partis à droite. Et inversement. Ou alors, et inversement, c'est ça qui est fascinant, parce qu'on a aussi des retraites à 60 ans chez Marine Le Pen. Enfin, tu vois, c'est des raisons historiques partisanes. Et paradoxalement ça, est-ce qu'il y a des gens qui sont partis à droite, ou est-ce qu'il y a des gens qui sont restés là où ils étaient? Parce que moi, il y a eu des gens qui ont eu des tournants. Je pense que, par exemple, Michel Onfray a eu un tournant conservateur et réactionnaire, parce que quand tu regardes ses positions précédentes, il y a contradiction. Il y a des gens comme Polony, non. Polony, elle n'a pas bougé à droite. Polony, elle a toujours dit ça. Elle est restée à droite. Comme Zemmour n'a pas bougé à droite, il a toujours été à droite, en fait. Enfin, pardon, j'ai dit Polony à droite. Non, elle a toujours été de cette gauche républicaine, d'instituteur,
classique. Je sais, je vis tous les jours des gens qui disent « mais t'es parti à droite ». Je suis pas parti à droite du tout. Je suis resté sur une vision de la gauche qui est une vision souverainiste, attachée à un espace très limité des religions dans l'espace public et à un certain nombre de valeurs. Et aujourd'hui, ça suffit pour être souvent mis à droite. Mais j'aime pas, tu vas te dire, il y a des gens qui sont partis à droite. C'est toute la question du demi-libanais. Tu vois, un mec qui va te dire, mais moi je suis pas, tu sais, tu connais cette vidéo-là, moi je suis pas blanc, qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis blanc? Seulement par mon apparence, vous estimez que je suis blanc. Donc en fait, je pense que justement, c'est très intéressant. La frontière de nos propres stéréotypes, elle est à mon avis beaucoup plus fluide que ce qu'on peut penser. Le réel, non, moi j'ai le droit de me définir comme je suis, vous avez à le respecter. Si moi je me définis de gauche, est-ce que c'est la façon dont je me définis qui prime, ou est-ce que c'est le consensus global de la majorité qui définit que je suis de droite? Non. Je suis d'une gauche qui a existé historiquement pendant quand même 2 siècles et demi. Donc, ce serait quand même un peu con de dire que les gens sont partis à droite d'un coup. Je sais pas, moi, si vraiment les gens sont partis à droite. Non, mais je comprends, je vois ce que tu veux dire, hein. On va détailler ça. Mais d'abord, pour répondre sur la question, moi, on me qualifie sans cesse d'extrême gauche. Je me sens pas d'extrême gauche. Je me sens de... Même, je le dis des fois, j'en viens pas. À la base, c'est pas un espace politique qui me parle. J'ai appris à le connaître et je me réfère à ses figures et à son histoire. Donc maintenant, si on me demande ce que je suis, je dirais que je suis de gauche. Ça arrive sans arrêt dans l'espace public que tu t'auto-qualifies d'une certaine manière et que des gens te qualifient d'une autre manière. Quand Le Pen disait qu'il était ni de droite ni de gauche, bon ben voilà, il s'auto-qualifie d'une manière. En l'occurrence, je suis plutôt d'avis de le qualifier d'extrême droite, mais lui, il récuserait peut-être ce terme-là. Donc, ça existe sans arrêt dans l'espace public, et je pense que c'est ce que tu disais, les gens ont à la fois le droit de se qualifier d'une manière, et en même temps doivent entendre quand des critiques sont portées, quand des critiques sont faites, qui sont justifiées ou non, ou pas assez justifiées, mais qui, en tout cas, ont leur droit à l'existence, de la même manière que les personnes ont le droit de s'auto-qualifier. Après, moi, je suis pas spécialement... Enfin, tu dis, c'est pas vraiment que les gens sont partis à droite, etc. Et je me pose la question, et ça peut être les deux, d'ailleurs. Je suis d'accord avec toi. En fait, on est dans un moment un peu fondateur, peut-être refondateur de ce qu'est la gauche, effectivement. Et il y a une ligne de fracture qui est faite entre certains disent les universalistes et les autres qui seraient des je sais pas quoi, des wokistes, tout ce que tu veux, des intersectionnels. C'est ça qu'on a eu du mal à trouver le mot. Voilà, mais moi, en tout cas, la manière dont je résous la question, et c'est, je pense, un des grands apports de Mélenchon, et je pense qu'il y a plein de gens qui ne seront pas nécessairement d'accord avec ça, mais c'est d'avoir amené le mot de créolisation à l'intérieur du débat politique. C'est un mot qui vient d'Édouard Glissant, qui est un poète, et qui utilise ce mot pour qualifier ce qui se passe, mais là je pense que tu n'es pas d'accord avec ça, mais qui utilise, mais par la force des choses, mais qui utilise ce mot pour qualifier ce qui se passe quand des cultures, quand des cultures se rencontrent et se mélangent. Il faut remplacer l'idée de la racine unique par l'idée de l'identité, relation ou isome. Or, c'est notre expérience à nous. Le processus de créolisation, c'est pas un truc qui est c'est pas un idéal à atteindre, c'est pas je sais pas quoi, un objectif politique, ou voilà, c'est un peu le problème des gens qui nous critiquent sur cette notion-là, que de penser qu'on dit ça comme un objectif, comme un but à atteindre. En réalité, ça décrit un processus qui est celui naturel, que quand différentes cultures existent à l'intérieur d'un espace, elles arrivent vers une forme de fusion, de mélange, pour créer une nouvelle culture, une culture qui est différente de celle qui existait avant. La question qui se pose est celle de comment se fait cette synthèse, comment se produit cette créolisation et quel en est le résultat à la fin. Et je pense que ce qui fait peur à plein de gens, c'est que le résultat de cette créolisation soit autre chose que la République sociale, que la souveraineté du peuple, que je sais pas quoi. Tu as parlé de la place des religions dans l'espace public. Ben, il y a une des peurs, c'est que la religion ait beaucoup de place dans l'espace public, contrairement à ce qui était le cas avant. Et je crois que, à mon sens, la notion de créolisation résout le dilemme entre universalisme et je sais pas quoi, le reste, parce que justement, il définit à la fin une culture commune qui est la culture universelle de la République. Après, la manière dont ça se fait, justement, et la manière dont ça doit se faire, c'est dans le respect des règles de la République et, pour ce qui t'intéresse, pour la laïcité notamment.
il y a eu, en fait, les débats qu'on a à l'heure actuelle, on les a eus en 1905, notamment sur les tenues vestimentaires dans l'espace public. Et il y a eu tout un débat en 1905 sur faut-il interdire les moines de se promener dans la rue avec leur soutane, faut-il interdire les sœurs avec leur, je sais pas comment ça s'appelle, leur machin sur la tête, quoi. Voilà, il y a eu ces débats-là. Et à la fin, ce à quoi on est arrivé, c'est dans l'espace public, les gens ont le droit, en gros, d'être comme ils veulent. Et on va pas faire de police du vêtement. Maintenant, il y a un débat à l'heure actuelle sur ça, notamment autour de la question du voile, la présence du voile dans l'espace public, etc. Chose qui a été tranchée, à mon sens, par la loi sur le voile intégral, là, je sais plus, la burqa. Et en 2004 et en 2010 sur la burqa et sur, après, l'interdiction dans les espaces comme les écoles ou sur les mineurs. Et du coup, pour moi, ces questions-là sont tranchées. Donc ensuite, le problème qui est pour moi, et juste pour aller jusqu'au bout de ça, ceux qui mettent un doigt là-dedans, sont ceux qui, à la fin, vont aider le système capitaliste. Parce que le système capitaliste a besoin qu'on soit divisé entre nous sur des questions à la con de ce genre-là, ou mais spécifiquement sur ces questions-là. Le truc le plus utile pour le capitalisme, c'est précisément qu'on s'attarde sur ces questions-là qui, pour moi, sont tranchées, plutôt que d'aller critiquer le capitalisme et critiquer ceux qui sont les dominants de la société à l'heure actuelle. Mais j'imagine que tu n'es pas d'accord. Je peux répondre quelques petites choses. Ouais, non, je suis pas du tout d'accord sur le fait que ce soit tranché. Je comprends pas cet argument du c'est tranché parce que c'est dans la loi. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de racisme en France. Parce que la loi est claire. Si, il y en a. Bah, non, mais donc il y a pas de problème, il n'y a pas de loi à faire, il n'y a pas de choses à voter, il n'y a pas de débat public à avoir autour du racisme, puisque le texte est clair, il a tranché, le racisme est illégal en France. Ouais. Donc, du coup, sur la laïcité, pourquoi est-ce que, si c'est dans le texte, du coup, il n'y a plus vraiment de raison d'en parler et il n'y a plus de loi supplémentaire à faire si, dans la pratique, il y a un problème? On est bien d'accord que dans la pratique de la laïcité, il y a un problème aujourd'hui en France. Je ne trouve pas. Enfin, justement, je ne trouve pas. Alors, quel problème il pourrait y avoir? Il y a des problèmes de prière de rue, il y a des problèmes de communautarisme dans certains quartiers. Prière de rue, prenons l'exemple. Prière de rue, c'est des problèmes... C'est principalement des problèmes de place, tu vois. Non, enfin, genre, bien sûr. Fais une mosquée pour les gens et ils prieront pas dans la rue. Ouais, donc, du coup, mais des prières de rue, t'en as aussi des... Du coup, il y a des politiques volontaristes à faire. La question, elle n'est pas tranchée. Il y a des politiques volontaristes à avoir qui dans tous les sens. C'est ça que je veux dire. Donc, du coup, la question n'est pas tranchée. Oui, mais c'était l'argument du... Tu vois, la laïcité, elle est dans le texte. Donc, du coup, il n'y a pas de problème il n'y a pas à aller plus loin ni à prendre de décision. C'est pareil pour tous les autres sujets à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme les coupures de courant pendant le débat entre Mélenchon et Zemmour. C'est pas parce que c'est illégal de couper le courant qu'il n'y a pas réellement des coupures de courant. Bien sûr, mais sauf que le problème est que à la fin, la question est à qui tu reproches les choses. Est-ce que tu reproches les choses aux gens qui sont en train de faire la prière dans la rue parce qu'ils n'ont pas de salle, ce qui est ce que fait l'extrême droite? Ou est-ce que tu reproches la chose au fait qu'il n'y ait pas de mosquée? Mais après, moi je suis pas non plus pour l'utilisation de l'argent public pour faire ça. Moi je suis par ailleurs pour que les gens s'auto-organisent et qu'ils trouvent des salles et qu'ils fassent ça, mais qu'on les laisse faire leur truc tranquillement. Non, c'était juste vraiment pas pour engager spécifiquement ce sujet-là, c'était vraiment pour dire que vous ne comprenez pas cet argument de la question a été tranchée. Bah, pour moi, c'est tranché, il y a un problème, il y a des problèmes concrets qui se mais par ailleurs, ces problèmes-là sont aussi très mis en avant par les médias qui trouvent un intérêt à hystériser sur ces questions-là. Oui. Et en fait, est-ce que c'est vraiment le principal problème de l'humanité en ce moment qu'il y ait 50 musulmans qui fassent une prière dans une rue parce qu'ils n'ont pas de salle? Pour moi, non. Pour certaines personnes, le fait qu'on ait des attentats à répétition. Mais oui, mais ça c'est le problème d'une partie, que des profs d'histoire se fassent décapiter en place publique. Ça c'est quand même aussi le problème de la société. Oui, bien sûr, mais ça c'est pas une question qui est liée directement à la religion. Pour moi, ceux qui font des actes terroristes sont des gens qui le font au nom d'une religion, mais que la religion honnie. Ces gens-là ne représentent pas les musulmans. Ils représentent pas ceux qui croient dans l'islam. Et si tu demandes mais bien sûr, et si tu demandes à des musulmans, mais bien sûr, si tu demandes si tu demandes à des musulmans ce qu'ils pensent des actes terroristes, l'immense majorité d'entre eux, sinon tous, qui sont des croyants, te diront que c'est des actes qui sont horribles et qui sont scandaleux. Oui, mais c'est pas pour ça que ça n'a pas de rapport avec la religion. Parce que les gens mettent derrière leurs actes terroristes cette religion-là. Oui. Mais à la fin des fins, ceux qui ont cette foi-là ne sont pas d'accord avec ces actes-là. Et justement, un des objectifs, ils n'ont pas la même foi, pour aller jusqu'au bout, un des objectifs des terroristes, c'est précisément de mettre un coin entre les Français sur cette base-là. C'est de faire en sorte que
tu te dises, et les deux faces de la pièce, c'est l'extrême droite et les islamistes. C'est une seule et même chose pour moi dans les objectifs. On est d'accord. Ils veulent faire en sorte qu'on regarde les musulmans, les uns comme les autres, ils veulent faire en sorte qu'on regarde les musulmans comme des ennemis, comme des adversaires de la République et de la France. Et en faisant ça, ils font en sorte que, du coup, le peuple soit divisé. Que le peuple soit divisé sur des catégories qui sont des catégories religieuses, en l'occurrence, puisque eux, ils disent, l'un comme l'autre, ils disent l'islam, ils disent pas l'islamisme, ils disent pas le terrorisme, ils disent... voilà, ils mettent le coin là-dessus pour faire en sorte qu'on soit pas unis et solidaires face à ce qui est pour moi l'adversaire commun, qui est le capitalisme. Et donc des luttes religieuses plutôt que des luttes de classe, en fait. Exactement. Mais ça, c'est historiquement... Enfin, je veux dire, c'est un truc historique de l'extrême droite. Et pour moi, les islamistes, si on donne des qualificatifs, pour moi, c'est l'extrême droite. Et par ailleurs, les islamistes dans les pays musulmans où ils sont au pouvoir, je pense par exemple à Ennahda, ils sont considérés comme l'extrême droite de ces pays-là. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette tentation, et qui est de plus en plus forte, je trouve, à tout centrer sur les questions de religion. Ça ne m'a pas l'air d'être le principal enjeu du moment, et y compris pour la gauche, et surtout pour la gauche. Pour moi, ce n'est pas le principal enjeu du moment. Je ne dis pas qu'il ne faut pas combattre le terrorisme, mais pour moi, combattre le terrorisme, ça veut dire le faire avec des moyens bien spécifiques, des moyens de renseignement, des services d'enquête qui vont aller chercher. Là, on l'a vu, en l'occurrence, dans l'assassinat de Samuel Paty. Pour moi, le vrai problème, et c'est un des trucs qui n'a pas été assez mis en avant, ou qu'on n'a pas réussi à faire émerger dans le débat public, justement parce qu'il était hystérisé sur la question de l'islamisme, c'est la responsabilité du gouvernement dans les moyens qui sont mis au service de renseignement, parce qu'il y a eu des signalements, parce qu'il y a eu des alertes, et que ces alertes n'ont pas été assez prises en compte, il n'y a pas eu assez de protection, et est arrivé le drame qui est arrivé, mais sur lequel, encore une fois, il faudrait insister sur la responsabilité des services, parce que là, en l'occurrence, c'est un terroriste qui se revendique de l'islam, mais ça pourrait être n'importe quel fou. Il y a désormais des mecs d'extrême droite. Mais ça l'est pas. Oui, je suis d'accord, mais il y a désormais des mecs d'extrême droite qui s'arment et qui, un jour, il y en a un qui passera à l'acte, c'est sûr. Et ça sera la faute de l'extrême droite à ce moment-là ? Je pose la question. Bien sûr, mais ça sera la faute de l'extrême droite, comme c'est la faute des islamistes qui hystérisent des gens. Des gens qui votent, je sais pas, adhérents au parti de Zemmour, tuent des gens dans la rue à coups de Kalachnikov, c'est la faute de l'extrême droite, et donc il y a une responsabilité de Zemmour. Mais si des gens le font au nom de l'islam n'a rien à voir là-dedans. Non, si des gens le font au nom de l'islamisme, c'est la faute des islamistes, bien sûr que si. C'est les islamistes qui hystérisent les gens sur cette base-là. Ça, aucun problème. Mais ils le font avec des objectifs politiques. Vous faites une distinction entre l'islam et les islamistes, en fait. Oui, complètement. Mais parce que pour moi, c'est pas la même chose. L'islam, c'est une religion. L'islamisme, c'est une doctrine politique de combat contre un ordre établi, qui est celui, en l'occurrence, de la République, dans notre pays, en tout cas, et qui est ce qu'essaye de faire. Mais ce qu'on constate, et tu parlais de communautarisme, pardon, ce qu'on constate, c'est que les endroits dans lesquels il se développe le plus, c'est les endroits dans lesquels l'État est parti. C'est les endroits dans lesquels la République ne remplit pas son rôle d'éducation, ne remplit pas son rôle de service public, laisse les gens dans des situations de merde. Et ce qui recrée des solidarités, qu'on le veuille ou non, et moi je suis contre ça, je suis contre le fait que des solidarités se créent d'abord autour des religions. Oui, je suis contre ça, parce que si c'est ça la première base à laquelle se rattachent les gens, du coup, le principe même de République devient compliqué. Mais il n'y a pas d'arme pour empêcher ça. Si. La laïcité n'en est pas une. J'aurais juste vite fait sur les points qui ont été dits avant. Et après, on passera à la question d'après. La question de la laïcité, je suis totalement d'accord. J'idolâtre pas la laïcité. Je crois sincèrement que la laïcité est un leurre, et que ceux qui disent qu'ils vont faire face à monter des tensions communautaires et religieuses sur la seule base de la laïcité sont soit des ignorants, soit des menteurs. Ce qui a mis la religion catholique à genoux, ce n'est absolument pas la loi de 1905, qui était effectivement une loi de modérés. Non, c'est la Révolution française. Et ce qui a mis fin au judaïsme politique, c'est Napoléon qui leur dit « vous choisissez », en fait. Donc, de croire qu'une arme qui a été faite pour enterrer sa grand-mère, comme aurait dit Staline, c'est-à-dire acter la mort de religions politiquement mortes depuis 2 siècles, penser que ça pourrait avoir la moindre utilité face à une religion jeune, en pleine expansion démographique, en pleine expansion culturelle, présente depuis moins d'1 siècle sur le territoire et exogène culturellement, c'est de la folie, en fait. Il y a pas eu de... C'est pas comme ça que ça s'est passé dans l'histoire. Concernant pas le grand remplacement, justement, j'allais le dire, mais parce que j'essaie vraiment d'y voir la différence tous les jours et je le comprends pas, la créolisation. Bon. Je vais pas cacher mon cynisme. La créolisation, ça serait du grand remplacement ? Non, pas du tout. C'est le contre-feu
au fait que la réalité décrite par ceux qui, dans les plus radicaux d'entre eux, vont jusqu'à reprendre Renaud Camus, que cette réalité-là existe et qu'il faut trouver un narratif de gauche autour, et je trouve qu'il a été bricolé un peu vite, pour être sincère. Je pense que la droite et l'extrême droite se trompent radicalement sur les intentions de Mélenchon. Non, la créolisation, ce n'est pas, je pense, le communautarisme déguisé. Je pense que Mélenchon a réellement pris conscience de l'impasse du communautarisme culturel, ethnique, religieux, ce que tu veux, du modèle communautaire qu'il n'a jamais aimé. Et d'un autre côté, il a pris conscience également de l'impasse que constitue le modèle d'assimilation républicain dont il ne veut plus, parce qu'il est, et c'est ce qu'il dit à l'Obs, impraticable et dépassé. Et donc, vu qu'il veut ni l'un ni l'autre, il essaye sincèrement, avec toute la bonne foi du monde, d'aller sortir cette histoire de créolisation de chez Glissant, qui est encore une fois un poète, rappelons-le. C'est très beau, la créolisation, c'est une très belle utopie, mais ce n'est pas un concept... Politiquement, ça ne tient pas, et historiquement, ça ne tient pas, parce que, contrairement à ce que dit Mélenchon, déjà, l'assimilation n'a jamais été impraticable. Nous n'avons vécu que des phases d'assimilation dans notre histoire depuis la Gaule, mais réellement, en fait. Alors, vas-y. C'est-à-dire que nous n'avons pas été créolisés par les Romains. Non, nous avons été assimilés. Nous ne sommes pas devenus mi-romains, mi-gaulois. Nous sommes devenus romains. Au Moyen-Âge, toute l'Italie est subjuguée par l'uniformité de culture et de mœurs du peuple français, avec des lois volontaristes du roi pour systématiquement tenter de lisser les choses. Effort qui est encore continué pendant toute la période de la Renaissance, qui est remarqué par des gens comme Machiavel, qui sont tous étonnés de voir ça, à quel point nous sommes le même peuple. Et la Troisième République, n'en parlons pas, c'est l'époque des preuves d'assimilation à l'appartenance nationale, ou je ne sais pas, les preuves d'assimilation à la République. Là, on est en plein dedans. Tu cites d'autres pays, c'est la France, ça, c'est la France. C'est la France, tout le monde est subjugué par ça. Sauf qu'il y a eu une exception à ça dans notre histoire, c'était les Antilles, où le pouvoir royal n'a eu de cesse que de laisser aux négriers le droit d'administrer politiquement comme il voulait le coin, en échange de l'argent. Et il y a eu 3 lois successives, rien qu'au XVIIIe siècle, pour 1, interdire aux gens de couleur de se marier avec les autres, 2, leur interdire de s'habiller comme les Blancs, et 3, une loi interdisant aux Noirs locaux de donner des prénoms français à leurs enfants. C'est-à-dire, c'est l'inverse total de ce que revendique Zemmour, mais c'est pas l'inverse de l'extrême droite à l'époque, c'est l'inverse d'une pensée plutôt de gauche, en fait. Parce qu'à cette époque-là, et ça a été le cas toute notre histoire, l'intégration, c'est l'assimilation. Oui. Et en les empêchant de s'assimiler, en leur empêchant de leur donner des prénoms français, on leur dit, on les discrimine racialement, en réalité. Donc quand Mélenchon, ou même toi, il y a 2 secondes, dit que c'est un processus naturel, ce n'est pas un processus naturel. La créolisation est un processus historiquement et géographiquement localisé qui n'est pas le résultat d'un sens de l'histoire, c'est le résultat d'une politique volontariste, racialiste et discriminante. Après, j'aimerais qu'on fasse une petite mi-temps, parce qu'on a parlé là surtout des accords de fond. Il vous est probablement arrivé beaucoup de choses dans votre vie politique et idéologique. J'aimerais que vous nous racontiez une anecdote qui symbolise un peu ça. Ça peut être très court, ça peut être symbolique. Ça n'a pas pour but de prouver quoi que ce soit, mais ça permet aux gens de comprendre la racine aussi de vos engagements et de vos visions du monde. Moi, je l'ai déjà fait, mais... Enfin, j'en ai déjà parlé, en fait. C'est vraiment la période crise des subprimes. En gros, je viens d'un milieu social plutôt favorisé. Ma mère était chargée d'accueil dans un laboratoire d'analyse médicale. Mon père est plutôt de droite gaulliste. Mon père était ingénieur territorial. Il s'occupait des périmètres de protection de captage d'eau potable, si vous voulez tout savoir, et plutôt de gauche. Et donc, il y avait des débats entre eux, mais ces débats entre eux ont abouti en 2007 à une synthèse, une forme de synthèse qui a été ensuite la synthèse macroniste, qui était François Bayrou, qui, à cette époque-là, y compris, avait un discours assez critique sur la 5e République. Il voulait une 6e République plus présidentielle. À ce moment-là, c'était ça. Il voulait régler... en tout cas, que le président soit, y compris si mes souvenirs sont bons, responsable devant l'Assemblée. Il y avait ça. Oui. Et puis, il y avait aussi la critique, une critique du système médiatique dépendant des puissances financières. Et il y avait eu tout un clash entre Bayrou
et comment elle s'appelle Claire Chazal, sur le thème, de toute façon, votre patron, il veut faire voter pour Sarkozy, enfin, il est ami, Monsieur Bouygues est ami avec Monsieur Sarkozy, et genre, Bayrou avait explosé à ce moment-là, en mode, genre, ce type critique le pouvoir des puissances financières sur la décision politique des gens et sur l'influence dans la sphère médiatique, quoi. Donc, il m'avait bien plu, ce mec, avec ces trucs-là. Et je l'ai dit au deuxième tour, si j'avais pu voter, pareil, j'avais pas le droit de vote, heureusement, j'aurais voté Sarkozy. Mais il y a eu ensuite toute cette période un peu d'ajustement politique. C'était déjà des premiers remous, parce que Bayrou, on l'oublie aujourd'hui, mais il avait déjà, c'est juste, en fait, son tort est juste de pas être passé au deuxième tour, mais il n'en était pas loin. Et il aurait fait en 2007 ce qu'a fait Macron en 2017 si jamais il était passé. C'était ça, je me souviens de son discours, nous sommes la troisième force. Il y a aujourd'hui 3 forces politiques en France. Exactement. Son truc, et c'était vrai à ce moment-là. T'avais un quart t'avais 30% de centristes en France, quoi. S'il avait réussi à faire une première synthèse. Mais derrière ça arrive la crise des subprimes, arrive le fait que, c'est les banques qui sont responsables de cette crise, parce que c'est elles qui ont spéculé, et qui par ailleurs ont spéculé sur le fait que des gens pauvres sont pauvres. Et qu'on peut leur prêter pour acheter une maison, et que s'ils achètent une maison, le prix de l'immobilier va augmenter, donc ensuite ils deviennent riches. Et à la limite, tu peux te dire c'est cool, ils voulaient faire en sorte que des pauvres deviennent propriétaires, mais ils ont quand même spéculé sur la pauvreté. Ils ont été responsables de la crise, avec la titrisation et tout, enfin je reviens pas sur les détails, et à la fin, une fois qu'on arrive au bout de ça, une fois qu'on a sauvé les banques et tout, donc elles se mettent à spéculer contre la dette des États. Et pour moi, il y a eu un problème fondamental dans la décision de Sarkozy de repousser l'âge légal de départ en retraite. Et à ce moment-là, je me suis dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas possible d'être d'accord avec ça, parce que sinon, ça veut dire qu'il n'y a plus de démocratie. Et tout à l'heure, quand on revenait dans nos catégories, c'est quoi la gauche, la première, le truc le plus important pour moi, c'est la souveraineté du peuple. Et ça l'a toujours été. Si jamais le peuple ne peut pas, par son vote, décider de changer des choses, et ça avait été d'ailleurs une des choses qui était centrale aussi dans le vote sur la Constitution européenne, c'était la constitutionnalisation du libéralisme. Donc, y compris, alors que j'étais quand même plutôt de droite à ce moment-là, j'étais pas d'accord non plus avec ça, parce que je trouvais que... pas Maastricht, voilà. Enfin non, c'était avant, c'était le TCE, le traité constitutionnel européen, qui ensuite a été quand même voté oui par le traité de Lisbonne, et Sarkozy, qui par ailleurs aussi est revenu sur la... Mais il y avait tous ces éléments-là, en fait, dans le sarkozysme. Et l'élément central, c'était être contre la souveraineté. C'était poser un problème vis-à-vis de la souveraineté du peuple. Et la manière dont j'ai tranché ça, et c'est pour le coup c'est vraiment une anecdote, mais c'est genre un jour on m'a foutu dans les mains Qu'ils s'en aillent tous, le bouquin de Mélenchon de 2010 si mes souvenirs sont bons, quelque chose comme ça. Et je me souviens j'annote mes trucs quand je lis, je mets des, et j'étais d'accord avec tout, si tu veux. Je soulignais des trucs en disant putain il a raison, machin, etc. Sauf quelques petits trucs sur lesquels j'étais pas d'accord. Donc j'ai encore mon bouquin avec écrit moui, tu vois, des trucs comme ça, et où en fait après ayant réfléchi je me dis bon bah en fait il avait raison, mais c'est ça pour moi le moment de bascule, c'est un bouquin et une période politique donnée. Moi c'est c'était la crise des subprimes, c'est la crise sanitaire. Ah ouais. La crise sanitaire, c'est-à-dire que quand vraiment on a transformé ce pays en expérience de 1000 grammes à ciel ouvert, enfin c'est sidérant. Sur tout ce qu'a dit le gouvernement, ils ont menti de A à Z. Enfin, on est arrivé à des niveaux où là, si on nous avait dit il y a 1 an et demi que des gens qui refusent une injection d'un vaccin expérimental n'auraient pas le droit, en dépit du fait qu'il passait les étapes, c'est pas la question, n'auraient plus le droit, donc probablement d'ici quelques jours, de travailler en entreprise, qu'il y aurait des confinements en France, que les gens trouveraient ça bien, enfin, c'est incroyable. Si tu veux, je me suis dit oui, c'est pas ce qui m'a maintenu à gauche. Mais je me suis dit, non, ce pays ne sait plus ce que c'est que la pensée libérale et ne sait plus ce que c'est que l'individualisme et l'humanisme. Et je suis très content d'être humaniste et beaucoup moins complexé qu'avant de me dire individualiste et libéral. Parce que là, ça m'a conforté là-dedans. Enfin, là, c'est plus possible, en fait. C'est... Beaucoup de gens le ressentent, en tout cas. Non, mais voilà, c'est... Ouais. On a perdu de vue totalement, même... Parce qu'en plus, on défend tout au nom de l'intérêt général, mais n'importe comment. Et voilà, c'est pour ça que des fois, quand j'entends Macron dire il est libéral, des fois Ouais, bien sûr. Un mec qui veut installer des caméras pour fliquer sa population, dès qu'il manifeste, primo-manifestant, j'ai du mal, moi, à entendre qu'il est libéral. Mais parce qu'on est d'accord qu'on parle pas de la même chose quand on parle de ça, bien sûr. Mais voilà, tu vois, un mec qui gère le pays en conseil de défense sanitaire depuis 2 ans m'expliquer qu'il est libéral, moi j'ai du mal. Je comprends très bien. Voilà, mais parce que on sait très bien qu'il y a eu
Il y a un mouvement. glissement, Voilà, il y a un glissement sémantique du mot libéral. Mais je suis complètement d'accord avec toi sur en fait, le libéralisme, conscient du fait, enfin le libéralisme au sens économique cette fois-ci, Oui. conscient du fait qu'il est en difficulté politique, parce qu'il est en difficulté politique, mais depuis le début. Macron, en réalité, il n'y a pas Le Pen en face, c'est pas sûr qu'il soit élu. Ça devait potentiellement être François Fillon avant qu'il ait l'affaire. Oui, mais c'est la même chose, si tu veux. Oui. Mais tous ces gens-là n'ont pas réellement de majorité sociale. Ils ont une majorité contre. Ça, ils arrivent à avoir une majorité contre Le Pen. Peut-être, en tout cas, ils ont réussi à avoir une majorité contre. Mais la base sociale pour appliquer un programme libéral, je veux dire, si jamais tu demandes aux gens est-ce qu'ils sont d'accord avec les mesures libérales prises par Macron, la plupart des gens répondront non. Nous, on a le problème inverse quelque part, qui est que les gens répondent oui. Enfin, tu testes notre programme, les gens ils sont globalement d'accord avec lui. Mais pareil, nous, on n'arrive pas à constituer une base politique sur une base sociale. Tu vois, on a le problème inverse. Mais même économiquement, moi je lis souvent des articles d'économistes de droite assez intéressants qui te disent, qui eux sont des libéraux tarés, quoi, et qui te disent depuis quand Macron économiquement est libéral en vrai. Ouais. Parce que il prend le meilleur de tout ce qu'il arrange, hein. L'étatisme et le nationalisme économique de la 5e lui va très très bien. C'est un système de toute façon de très pragmatique qu'il a aussi toujours vendu, mais au-delà justement on parlait de rassemblement de la gauche, et en disant justement que le programme et les mesures, je crois que c'était les 40 ou 42 premières mesures que vous aviez testées. On en a testé 42, ouais. 42, exactement. Mais pas, genre un peu partout, quoi. Bien sûr, et que beaucoup de Français sont d'accord, c'est entre 50 et 85%. C'est entre 57 et 90 en fonction des mesures. Ouais. La moins soutenue, étrangement, est la libéralisation, pas les libéralisations, la légalisation du cannabis. Ah. Je sais pas pourquoi, parce que... c'est très... ça reste ces sujets comme t'arriveras toujours à du 50-50, tu sais pas pourquoi. Ok, bah alors moi justement, ma question c'est de poser, si jamais les gens sont d'accord avec les mesures, est-ce qu'il s'agit dans ce cas-là d'avoir peut-être une erreur de chef ou une erreur d'ego entre les différents partis prenants de la gauche? Parce qu'entre Europe Écologie Les Verts, en tout cas la version Sandrine Rousseau et la France Insoumise... Donc pas Europe Écologie Les Verts, du coup. Ok, je te le dis. En tout cas, quelle serait la figure la plus rassembleuse aujourd'hui à gauche, selon vous? J'imagine que ça va être Jean-Luc Mélenchon pour toi. Mais j'ai des arguments. Du coup, Greg, Mélenchon aussi. Au-delà je suis pas de son bord politique, au-delà de observation basique de commentateurs politiques du paysage de gauche actuel, qui est le candidat qui tu prends dans l'équipe, Mélenchon. Tu fais quoi? Puisque Yannick Jadot n'est pas de gauche, nous sommes d'accord. Oui, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre que les candidats en place. Ça pourrait être une personne. J'en sais rien, mais on les connaît pas. Ça pourrait être toi? Ouais, bah non, déjà, c'est pour mon métier. Quatennens n'est pas prêt, Ruffin n'est pas prêt. Il n'est pas fait pour. En plus. C'est pas un animal politique de campagne. Il y a qui Hidalgo? Qui? Tu me demandes de cœur, je vais peut-être plus partir sur Roussel, on est d'accord, mais il y a qui? Non, mais aujourd'hui, je sais pas, je regarde ça d'un point de vue purement objectif, tactique et stratégique. Si j'étais la gauche, ça veut rien dire comme phrase, tu vois. Aujourd'hui, je dirais, tu te mets derrière Mélenchon, tu fais du lobbying qu'il aurait fallu prendre plus en amont pour influencer pendant les débats militants, ce qu'il aurait commencé à faire il y a 2 ans, au lieu de s'enfermer à Solferino, qui n'ont même plus, je crois d'ailleurs, pour commencer à dire on va changer des trucs. Tu vois, au lieu de partir en chouinant dans les universités d'été en disant c'est normal, les idées, c'est la loi du plus fort. Hein. C'est souvent ce que je reproche à la droite identitaire. On était là avant, ça n'a jamais marché pour qui que ce soit, ni pour les Aztèques, ni pour les Mayas, ni pour qui que ce soit. Donc, au lieu de dire c'est nous qu'on est légitime, fallait aller là, fallait faire de l'entrisme, fallait faire du lobbying politique pour qu'il y ait des choses aujourd'hui avec lesquelles je serais en désaccord, qui émergent pas intellectuellement, comme par exemple cette histoire de créolisation. Fallait imposer un autre narratif. Mais le joueur qui a la meilleure compétence rhétorique, qui a la meilleure expérience politique aujourd'hui, c'est Mélenchon. Donc, je trouve il a fait trop de sorties foireuses qui font qu'il y a des sondages aujourd'hui qui font est-ce que Mélenchon serait un bon présidentiable? On était à 50% de gens il y a quelques années, enfin un bon président aujourd'hui 25 parce que c'est sur les crises de nerfs. La République c'est moi. La République c'est moi. Communication là-dessus catastrophique, acharnement étatique, mais c'est le jeu. Au bout de 40 ans de vie politique, tu sais y répondre. Mais non, j'en vois pas d'autres. Enfin, je sais pas qui tu vois. Rapidement, parce qu'on se doute que c'est Mélenchon aussi. Ouais, non, je peux te donner un argument politique de fond sur ça. Je pense que si tu veux gagner, pour gagner quand tu es de gauche, il faut arriver à rassembler
les milieux populaires et les milieux petits bourgeois, on va dire, progressistes, qui veulent changer une partie de la société, qui sont pas d'accord avec l'ordre établi en tout cas. Mélenchon, à mon sens, est le seul qui peut faire la synthèse entre les deux. Pour 2 raisons. Un, parce qu'il est le seul en fait à pouvoir rassembler les milieux populaires, il est le seul qui est assez connu, dont effectivement le verbe par ailleurs aussi entre en résonance avec ces milieux populaires, que ça soit globalement, tu vois. Oui, l'incarnation de voilà. Il existe en Marine Le Pen quand même. Hein. Oui, non mais je suis d'accord, mais pour ceux qui veulent aller... Mais par ailleurs, c'est aussi ce sur quoi on va venir, je finis sur ça, mais je te dis pourquoi après je suis d'accord avec toi sur ce point-là, et pourquoi, à mon sens, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il ne faut pas s'enfermer dans l'espace la gauche, qui finit à un obstacle à la fin. Donc, il y a ça, il permet de rassembler les milieux populaires, ce que ne font pas des gens comme Jadot et Hidalgo, parce que les gens n'ont pas confiance dans ces mecs-là, peut-être à juste titre, parce qu'ils ont déjà fait la preuve plusieurs fois. Tu le disais tout à l'heure, il a dit qu'il fallait être compatible avec le capitalisme européen, je me souviens plus comment il avait dit, mais tu vois, tous ces petits éléments-là, plus le PS a gouverné avec les trahisons dont on a déjà parlé. Donc je pense que c'est le seul qui peut rassembler sur son nom, en tout cas les milieux populaires et les milieux petits bourgeois, qui de toute façon voteront utile. Les milieux à la fin, ils voteront pour celui qui est en tête. Donc ça c'est sur cette partie-là. Ensuite, il y a le programme, qui est déjà une synthèse de notre camp politique en fait. Notre programme en soi, il est l'espèce de pot commun des idées de la gauche mises ensemble et intercalées ensemble, quoi. Tu peux pas prendre les mesures séparément. L'augmentation du SMIC, elle a un impact sur le fait que tu veux faire du bio et du local, ça coûte plus cher, donc il faut mieux que les gens aient les moyens. Par ailleurs, si tu veux faire du bio et du local, il faut aussi faire du protectionnisme, donc voilà. Et tu vois, chaque mesure est agencée, imbriquée ensemble, et est en gros, si tu demandes à une personne de gauche de lire notre programme, c'est ce que tu disais par ailleurs tout à l'heure, on a testé sur toute la société, mais une personne de gauche, elle va être d'accord avec 95% du programme. Il y a peut-être des trucs genre, je sais pas quoi, l'indépendance de la France par exemple, et il y a certaines personnes qui vont dire oui quand même, on fait partie d'un espace blablabla, non, nous on est d'abord l'indépendance de la France et après on discute du reste. Mais bon, il y a peut-être des petits trucs sur lesquels la cohérence globale du programme va choquer certaines personnes à gauche. Mais globalement, les gens sont d'accord. Donc, tu as ces 2 éléments-là. Et après, il y a aussi quelque chose, et là, on en vient à les classes populaires et voilà. Le problème, si jamais tu pars d'une logique qui est juste l'union de la gauche, c'est que du coup, ton candidat, admettons une situation idéale, pour moi, c'est pas une situation idéale, mais admettons, dans laquelle il n'y aurait qu'un seul candidat de gauche qui rassemble toute la gauche sur la base d'un programme sur lequel tout le monde serait d'accord. Situation qui, à mon sens, n'est pas idéale et un problème démocratique, mais admettons. Et qui est très difficile. Qui n'arrivera pas. Donc ça veut dire qu'au premier tour, tu représentes la gauche et tu fais, allez, les jours de soleil, tu fais 30%. Tu vois ? Et au deuxième tour, tu fais quoi ? Tu as déjà fait 30% la première fois. Ok, il y a des candidats de droite qui ont été éliminés, mais comme toi, tu es la gauche et qu'en face, tous les autres, c'est la droite, bon, tu fais 30% au deuxième tour aussi. Ça ne peut pas être... Bah non, si ton adversaire c'est Marine Le Pen, t'as tout le report des centristes de droite. T'as un report si c'est Marine Le Pen. Mais si c'est Macron... Non, t'as effectivement un report d'une partie des centristes si jamais, dans le cas où c'est Marine Le Pen. Mais si jamais c'est Macron, si jamais t'es face à un candidat de droite qui n'est pas d'extrême droite... T'as peut-être des reports du coup de Marine Le Pen, effectivement. Tu peux avoir quelques reports, mais pas si tu t'es moulé dans un truc où de base des gens peuvent se dire « Ah non, la gauche c'est François Hollande », tu vois. Il y a encore très logique. Mais du coup, tu peux, à mon sens, dépasser cet espace-là en défendant un programme d'intérêt général. Et c'est pour ça que nous, on a parlé d'union populaire en disant, comme de toute façon, on ne fera pas l'union des appareils politiques qui sont pour beaucoup sclérosés et en train de jouer leur propre survie. Comme on n'arrivera pas à faire ça, faisons autre chose, faisons une union autour d'un programme et viens qui veut. Peu importe d'où il vient, peu importe quelle est son origine politique, peut-être qu'il n'a même aucune origine politique, peut-être qu'il a même jamais voté, mais tu viens si tu es d'accord avec le programme. Et c'est comme ça que tu arrives à constituer une majorité populaire, à mon avis. Je comprends très bien. Et tu parlais justement, vous parliez de Marine Le Pen, de Emmanuel Macron. C'est qui l'adversaire principal de la gauche ? Est-ce que c'est plutôt le nationalisme, que ce soit Marine Le Pen ou Zemmour, ou est-ce que c'est plutôt le libéralisme, ou on va dire le pragmatisme macroniste ? J'ai toujours du mal avec qui est le vrai ennemi, moi. Tout à l'heure, je l'ai reproché cet argument, donc là, je peux difficilement aller là-dessus. Quel est le libéralisme, ça dépend de quoi on parle, mais je pense que nous sommes en train d'oublier tout un pan très positif. Et je pense, et c'est le reproche que je fais à cette nouvelle gauche, qui est en train de couler le bébé avec l'eau du bain.
et qui, en voulant se séparer du libéralisme économique, est en train d'abandonner un certain nombre de fondamentaux et de choses qu'on croyait acquises par la magie du Saint-Esprit et qui, en fait, non, découlent de notre philosophie libérale et qu'on est en train de foutre aux chiottes avec. Et moi, la liberté individuelle, la liberté individuelle, le fait que, par exemple, l'individu soit jugé en tant qu'individu, séparé de sa communauté, c'est-à-dire l'abandon de ce qui forme la société traditionnelle, c'est-à-dire la responsabilité de groupe. Voilà, il y a un Égyptien qui fout de merde, Dieu il envoie les criquets, il tue 30 000 personnes, c'est normal, tout le monde est responsable. Pour aller vers c'est le double apport de la pensée chrétienne et de la pensée libérale révolutionnaire. C'est l'individu lui-même est responsable de ce qu'il est pour lui-même, et c'est lui qui est jugé. Et l'humanisme, c'est de reconnaître le droit à chacun d'être une victime. C'est ça, par exemple, que je suis opposé à ceux qui nient l'existence du racisme anti-blanc, parce que c'est nier à des gens la possibilité de se déclarer victime parce qu'on estime que, en tant que groupe je m'en fous en tant que groupe ne sont pas victimes d'eux. Pour moi, c'est l'individu qui doit être le cœur de la focale du politicien dans une société individualiste et humaniste. Et d'ailleurs, Mélenchon n'a aucune responsabilité là-dedans, puisque je pense que nous avons une extrême gauche qui, pendant 20 ans, a mélangé, n'a pas fait vraiment de théorie politique. Les endoctrinements idéologiques des camps d'été de Force ouvrière ne comptent pas vraiment. Qui n'a jamais défini les termes. C'est-à-dire qu'on a eu des gens pendant 20 ans, une gauche qui à la télé disait libéralisme, capitalisme, grand patronat et bourgeois, mais ils parlaient du même truc à chaque fois. On ne savait pas ce qu'était quoi que ce soit. Mélenchon avait été un des premiers à faire de la pédagogie politique à gauche en disant ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça et ça c'est ça, avec les fameuses grosses conférences de 3 heures qu'on connaît tous. Donc là-dessus, par le biais des chaînes YouTube et de la communication numérique aussi. Là-dessus, bon boulot. Mais je crois qu'on est en train de jeter une grande partie de bébé avec l'eau du bain, quoi. Il y a des questions, moi, que j'ai envie de poser à cette gauche. J'ai envie de savoir si elle est encore libérale. J'ai envie de savoir si elle est encore laïque. J'ai envie de savoir si elle est encore humaniste. J'ai envie de savoir si elle est encore antiraciste. Pour moi, c'est deux formes d'un même adversaire. Le capitalisme devient nationaliste quand il a plus d'autres options. Il revient sur ce qui fonde une communauté nationale, parce que c'est aussi le moyen, c'est ce qu'ont fait notamment les fascistes en Italie, et ça faisait partie même de la théorie fasciste, que de trancher non pas entre une classe sociale contre une autre classe sociale, mais plutôt de faire par branche, en disant tu as des branches dans lesquelles il faut que patrons et salariés soient solidaires d'un bout à l'autre de la branche, genre la métallurgie ou je sais pas quoi, et donc on est tous le peuple italien, et voilà. Et c'est la manière dont le capitalisme, quand il arrive dans moi je préfère la notion de capitalisme à celui de libéralisme, qui est plus un système économique, mais genre c'est la porte de sortie du capitalisme quand il est dans une mauvaise situation, que de soit créer un truc d'extrême droite qui peut lui permettre de se faire réélire lui-même en tant que le capitalisme libéral. Je suis d'accord avec toi désormais. Oui, la protection du système économique tel quel, quoi. Mais nous, on a toujours décrit Le Pen comme l'assurance vie du système, tu vois, parce que c'est elle qui lui permet de se faire réélire. Mais par ailleurs, quand le capitalisme est vraiment entré dans le dur de la crise, il n'a plus de problème avec le fait même que ce soit les nationalistes, tant qu'ils sont libéraux et tant qu'ils sont de droite, en gros, tant qu'ils veulent mener une politique économique de droite, ils n'ont pas de problème avec le fait que ce soit les nationalistes qui l'emportent. Et tu regardes comment on nous a préparé à l'arrivée de Le Pen au pouvoir, ou de Zemmour d'ailleurs. C'est peut-être moins vrai pour Zemmour, justement. Zemmour, c'est peut-être pas... Il n'y a pas deux bouées de sauvetage. Je pense qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, elle est à point, elle est prête. Je pense que le capitalisme profite de la fenêtre d'Overton que crée Zemmour, et qui est logique. Il y a des gens qui disent maintenant, bon bah ça va, à un moment, Marine Le Pen, elle a quand même envoyé Louis Alliot il y a un mois dire que l'immigration n'était plus une priorité. Si tu veux. Donc c'est bon, la pomme est prête à tomber du pommier pour être une candidate éligible, quoi. Enfin, je veux dire, on joue au jeu des 7 différences tout à l'heure. Si tu as envie, tu prends le programme du RPR de 95, tu prends celui de Marine Le Pen, tu me trouves les 7 différences, t'es un champion en vrai. Donc elle est prête, c'est bon. Elle y est. Donc, est-ce que Zemmour, après, est là pour la rendre encore plus prête? Bon, après, c'est des théories un peu complotistes, on va pas partir là-dedans, mais je suis pas sûr que Zemmour, ce soit la même chose. Je suis pas sûr que ce soit une... Marine Le Pen, oui, ça se voit. Enfin, je veux dire, elle cède surtout par... naturellement. Par électoralisme. Elle cédait surtout. Enfin... Mais, ouais. En bien ou en mal. Y compris sur l'Europe. Hein.
sur l'Europe, tu regardes le programme européen de Marine Le Pen par rapport à ce qu'il était avant, et c'est devenu très eurocompatible. Ah, c'est sidérant. Hein. Donc, Et c'est un peu la dernière question, mais je rebondis sur ce que tu disais, Greg, mais est-ce que la gauche peut réunir justement sur ces thèmes de libéralisme individuel, mais plutôt dans la partie sociale, de liberté, sur ces thèmes un peu de laïcité? Est-ce que le centre et le cœur même du combat de gauche ou de la France Insoumise, dans ce cas-là, est sur cette thématique-là? Bah, pour nous, le combat, il est basé sur un truc simple, c'est liberté, égalité, fraternité. Enfin, je veux dire, je pense peut-être qu'on n'est pas perçu comme ça à l'extérieur, mais pour moi, on est ceux qui veulent appliquer le programme républicain jusqu'au bout, quoi. C'est liberté dans tous les domaines, égalité dans tous les domaines, et fraternité dans tous les domaines. Donc, mais y compris, même, c'est un truc dont on n'a pas parlé, dont j'aurais bien aimé parler, y compris sur la définition droite-gauche. Vas-y, mais ça sera le dernier thème de la... Ça nous écarte un peu peut-être du thème de seulement la gauche. Mais pour moi, les symboles même de notre nation sont des symboles qui proviennent d'un moment où les idées qui sont portées sont celles de la République jusqu'au bout. Et que tu prennes le drapeau français, qui est la monarchie, le blanc de la monarchie encadré par les couleurs du peuple de la ville de Paris à l'époque, mais c'est la limitation d'un pouvoir royal par le peuple, d'un pouvoir exécutif en gros par le peuple. Le drapeau, la Marseillaise elle-même, dans les messages de la Marseillaise, il y a en gros, pour le schématiser, mort aux tyrans, quoi. Ouais. Contre nous de la tyrannie. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, etc., etc. Donc il y a dans nos symboles nationaux, il y a ça. Et la devise liberté, égalité, fraternité, elle vient de Robespierre. C'est Robespierre qui l'invente. Tous nos symboles nationaux qui nous fondent en tant que nation, et en tant que nation politique, pas en tant que nation ethnique, de sang, de je sais pas quoi, de religion, qui serait chrétienne ou je sais pas quoi, tous ces symboles-là nous viennent d'une période, même le mot patriotisme, les patriotes sont ceux qui défendent la progression de la révolution. Tous ces mots-là, et même la nation, le mot nation, c'est le peuple souverain. Dans l'histoire de la France, c'est ça, c'est peuple souverain, tu vois. Et Goethe dit, c'est sur la bataille de Valmy, les mecs chargent en disant vive la nation et tout le monde se barre, toutes les monarchies coalisées se barrent, et Goethe dit de ce jour date l'ère moderne. Et tu vois, cette période de la Révolution française contient tous les mots et tous les symboles qui sont aujourd'hui ceux que l'extrême droite pense pouvoir reprendre à son compte, seul. Ou alors ils sont vraiment objectivement partis là. Partis là, c'est-à-dire C'est-à-dire que ces idées-là sont parties de la gauche. Moi, je crois pas. Il y a quand même eu des couacs. Moi, je fais partie de cette gauche qui a eu des couacs fondamentaux avec des choses qui ont été faites, qui ont été dites dans le parti politique que tu représentes, qui, au bout d'un moment, ne sont pas du domaine de l'imaginaire. Il y a des gens qui sont partis. Je sais que vous avez envoyé Coquerel nous expliquer que les municipales, ce n'est pas des élections pour la FI, mais quand tu passes de 20 à 6, il y a quand même eu un souci. Ouais, mais il y a quand même eu des gens qui sont partis. Et ils ne sont pas partis sur rien. Quand je te disais, la gauche est-elle laïque encore ? J'ai pas envie de revenir, parce que c'est trop facile, sur cette histoire de marche contre l'islamophobie, mais ça a été une erreur. Ah, mais non, je pense pas. Moi, justement, Ruffin, j'ai foot, ça a fait rigoler tout le monde et je mange des gaufres avec mes enfants, mais c'est une erreur. Quand un simple coup d'œil rapide sur les mouvements, le CCIF qui ont appelé à ces manifestations-là, montre qu'il y a problème. Vrai. Il y avait la CGT, il y avait... mais d'accord, tout le monde s'est fait baiser. Non, je suis pas d'accord avec ça. Mais justement sur cette marche, ouais. À mon sens, il faut venir à ce qui est l'origine de cette marche-là. Tu as un type, qui par ailleurs est un ex-candidat du FN aux élections départementales, si je me souviens bien, tire sur une mosquée. Ouais. Donc il pose un acte qui est, en gros, certaines personnes qui ont une religion doivent mourir, n'ont pas leur place dans la République. Ce genre d'acte, c'est de la même nature que l'assassinat de Mireille Knoll. C'est le même genre d'acte, c'est cette personne se fait assassiner parce qu'elle est juive, on va participer à la marche de la marche blanche qui dit en gros ces gens-là, les gens qui attaquent Sarah Halimi, voilà, n'ont pas la place. Mais par ailleurs dans cette manif-là, tu avais aussi la LDJ qui est un truc avec lequel je suis pas d'accord non plus. Voilà. Et si tu commences à regarder les communautaristes, c'était la marche des communautés. Mais la marche Mireille Knoll. Non, pardon, d'accord. Mais la marche Mireille Knoll, t'avais aussi des mecs qui sont des mecs d'extrême droite, en gros. Voilà. Et moi, ça ne me fait pas plaisir de manifester aux côtés de gens avec lesquels je suis pas d'accord. Oui. Mais je regarde le contenu politique de la marche. Dans cette marche-là, la marche du 10 novembre, il y avait un contenu politique avec lequel j'étais en accord, qui était des musulmans se font attaquer parce que musulmans, il faut qu'il y ait un mouvement social, une représentation sociale du fait que le problème n'est pas les musulmans, c'est ceux qui attaquent les musulmans.
De la même manière que dans la marche Mireille Knoll, le problème n'est pas les juifs, c'est ceux qui attaquent les juifs. Et de la même manière que quand il y avait eu l'attaque de l'église à Nice, le problème n'est pas les catholiques, c'est ceux qui s'en prennent aux catholiques. Ou Charlie, il y a quelques temps, où ça Charlie. s'avait rassemblé pour le coup très Mais largement. voilà, mais pour moi, et y compris, moi j'y ai participé à cette marche, j'étais dedans. Les gens que j'ai vus dans la marche utilisaient des symboles républicains. Et pour moi, c'est, comment dire, justement, c'est un signe d'espoir. Et c'est vraiment un signe d'espoir. Parce que dans les mouvements antiracistes récents, de ces dernières années, et dans la marche du 10 novembre, je me souviens plus à quelle occasion c'était, mais il y a eu une marche antiraciste assez récemment, les gens utilisent les symboles nationaux. Ils se réapproprient les symboles nationaux en disant « c'est à nous, le drapeau français, c'est à nous, la Marseillaise, c'est à nous, ça fait pas, c'est notre peuple ». Et justement... Mais c'est ça le problème. Il ne faut pas qu'ils disent « c'est à nous », il faut qu'ils disent « c'est nous ». Oui, mais c'est à nous, oui. C'est dans ce sens-là, Oui, c'est oui, nous. C'est-à-dire, ils prennent des symboles nationaux, et tous les mouvements de révolution citoyenne dans le monde, quels qu'ils soient, toujours il y a cette récupération des symboles politiques nationaux. Ça fait partie quasiment des formes imposées des révolutions citoyennes que le peuple se réapproprie au sens très large, ces symboles nationaux. Le mouvement des Gilets jaunes, c'était ça. C'était la même chose aussi. C'est genre, voilà, c'est ce que tu dis. C'est pas c'est à nous, c'est nous. C'est nous le pouvoir, c'est nous le peuple, c'est nous qui pouvons prendre les décisions pour l'ensemble de la société. Et moi, j'y vois mais parce que je suis un républicain en plus un peu cocardier, j'y vois un espoir que justement on arrive à la fin à ce que je voulais et ce que je disais au début, qui est l'unité du peuple contre l'adversaire principal qui est l'oligarchie, quoi. Je dis pas que tu n'as pas eu raison d'y participer, je dis qu'il y a des gens qui ont été interrogés par ça. Et qui n'ont pas aimé d'ailleurs que ceux qui soulignaient la proximité de ces officines douteuses étaient assez facilement écartés et d'un revers de la main et traités de complotistes. Mais il n'y a pas que ce problème-là. Pourquoi ce qui me fait douter de la laïcité, par exemple, à la FI, c'est pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon va nous tweeter que Charlie Hebdo est un journal d'extrême droite au même titre que Rivarol et Valeurs Actuelles. Ça pose des problèmes à des gens. Ce qui pose problème à des gens, c'est de voir que les dernières universités d'été de la FI, l'atelier antiracisme est présidé par Madame Samouaro, refusée d'ailleurs après d'Europe Écologie Les Verts. Elle devait y aller pour avoir soutenu une liste qui voulait déjuiver la Seine-Saint-Denis au municipal, qui nous explique qu'elle est là par sororité de genre et par sororité de race. Qu'est-ce que le mot sororité de race vient foutre à la France insoumise ? J'ai pas vu ça. Voilà, et il y a eu des gens la moitié des gens qui étaient là se sont barrés. Et d'ailleurs, c'était intéressant symboliquement, il y avait une jeune femme, c'est une petite anecdote, une jeune militante socialiste qui s'appelait de l'AFI, qui s'appelait Martine Aubry, un homonyme, et qui s'est barrée ce jour-là. Et ça me saoule aussi quand je vois Mélenchon déboulonner des statues, parce que c'est pas de l'humanisme, c'est de considérer qu'on juge les gens d'hier avec le prisme d'aujourd'hui. Et je le vois tomber dans des erreurs manifestes qui sont des choses qui vont complètement à contre-courant de ça. Et après, sur Papacito, on va pas y aller parce que je serais pas d'accord non plus. Voilà, on avait une gauche Charlie, maintenant on a une gauche Charlie et d'extrême droite, et les youtubeurs sont problématiques. Moi, j'ai du mal avec ça, en fait. Alors, je vais revenir sur un truc spécifique qui est le déboulonnage des statues, parce que je trouve c'est vraiment un sujet, c'est typique des sujets où on essaie de faire diversion. C'est pas un sujet en vrai, déboulonner les statues en soi, c'est pas un sujet, c'est pas un vrai sujet, c'est pas très intéressant. Mais après, si on veut en parler, justement, tu peux interroger n'importe quelle figure qui existe. Et Jean-Luc a eu une formule que je trouvais génialissime, c'est en gros la cancel culture commence avec la prise de la Bastille. Parce que qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a pris la Bastille ? On la démolit, on la met en pièces. C'est un symbole de l'ordre établi qu'on détruit parce que déjà ça prend de la place. Il y avait besoin des pierres, mais voilà. Et réinterroger des figures de l'histoire au prisme de ce qu'on sait aujourd'hui, si ça a du sens. Oui, mais c'est pas ce qu'il propose. Non, mais ça a du sens. Quand Mélenchon te dit, tu parles des réseaux sociaux, en fait, c'est pas le fait qu'il ait soutenu idéologiquement le déboulonnage de statues, c'est la formule qu'il a utilisée qui m'a complètement sidéré. Il dit, il faut déboulonner la statue de Louis IX. À l'Assemblée nationale, parce au Sénat, pardon, parce que c'est lui qui invente les signes de reconnaissance pour désigner les Juifs. C'est faux. C'est faux. Mais si. Mais non, c'est faux. Historiquement, c'est faux. Ce sont les califats islamiques qui, au départ, l'ont d'accord. Oui, dans notre pays, oui, d'accord. Mais il le sait. Ça rend pas meilleur le fait que Louis IX le fasse. Ça rend pas meilleur, mais pourquoi partir dans cette peut... espèce de révisionnisme historique débile ? Mais c'est pas du révisionnisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi ? Il le dit pour la France. Enfin, je veux dire, il le dit en France, c'est un univers. Non, mais on va déboulonner Louis IX aujourd'hui. Non, mais pourquoi pas ? Moi, en soi, justement, c'est l'antithèse de l'humanisme. Non, mais justement, en soi, je trouve que précisément,
on essaye d'appuyer sur ces questions-là pour encore créer de la diversion, parler d'autres choses que On remarquera que mais j'en ai parlé dans dans les 2 dernières minutes d'un non, débat de 2 heures. Je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la fin des fins, ces questions-là, pour moi, sont pas si centrales que ça. C'est pas ça qui va changer la société de fond en comble. Non, mais le programme peut-être. Mais non, même pas le programme. C'est symbolique, mais je suis d'accord que c'est pas le sujet. Mais en tout cas, par ailleurs, ce que ça pose comme débat, c'est des débats d'historiens en fait. C'est savoir si oui ou non à telle époque tu pouvais avoir conscience de ça. Et qu'il en reste éloigné pour le justement. coup, Si pour le coup, le sujet, non, parce que c'est intéressant que le politique s'inscrive dans l'histoire. Ah non, je suis pas d'accord. Mais si non, bah c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire à la fin. Hein, c'est toujours comme ça. Mais il faudra peut-être les empêcher de le faire. Mais tu vois, cette question-là m'est venue assez récemment. Y compris parce que là je reviens du déplacement qu'on a fait dans les Antilles, en Guadeloupe et en Martinique avec Mélenchon, et où la question de l'esclavage et de la libération de l'esclavage est une des questions centrales qu'il voulait traiter dans ce déplacement. Il y a un truc dont je m'étais jamais rendu compte, dont j'avais jamais pris conscience de manière très profonde, c'est que l'esclavage a été aboli en 94, il a été rétabli. Et on dit toujours Napoléon a rétabli l'esclavage, blablabla, et on voit ça comme un truc, comme un fait historique. Mais faut imaginer ce que ça veut dire. Ça veut dire que des gens qui ont été libres, qui ont été élevés au rang d'êtres humains, puisqu'ils n'en étaient pas avant, ils étaient des choses, d'un seul coup sont remis dans les fers et sont replacés dans une situation dans laquelle ils sont esclaves. Et Napoléon fait ça. Moi, j'étais un très grand fan de Napoléon. J'étais un grand admirateur de Napoléon. Je trouvais que... Enfin, j'aimais beaucoup Napoléon. Forcément, je viens de la droite. Donc, quand t'es de droite, normalement, t'aimes bien Napoléon. C'est presque consubstantiel à être de droite, tu vois. Mais ce fait-là, le rétablissement de l'esclavage, alors même qu'il a déjà été aboli, fait qu'on ne peut pas le considérer comme une figure lisse et sans tache. Ce truc-là... Personne. Si. Ce truc-là... Personne. Il a envoyé un quart de la jeunesse européenne crever. Même les grands bonapartistes. Personne ne considère qu'il est sans tache, Napoléon. Non, mais... C'est ça quand Zemmour te dit « Je prends de Vercingétorix à la Bastille, l'histoire de France, il prend aussi les choses avec lesquelles il n'est pas d'accord. Il va pas te dire qu'il soutient... Voilà. On va terminer le débat là-dessus, mais merci beaucoup. Vas-y. Non, mais je veux dire... Tu vois, moi, c'est un des trucs... C'est parce qu'on parlait de la question de déboulonner, pas déboulonner, etc. Je ne dis pas qu'il faut déboulonner Napoléon. Je dis juste que depuis que je me suis rendu compte du fait que ce type-là est conscient du fait que l'esclavage est un problème. Je veux dire, il en a conscience puisque ça a déjà été aboli. Donc, il est coupable du rétablissement de l'esclavage. Et cette culpabilité-là est une tâche indélébile dans le bonapartisme. Mais tous ceux qui se revendiquent de Napoléon Bonaparte doivent être conscients du fait qu'ils se revendiquent aussi du rétablissement. Justement, non, il faut comprendre. Bien sûr que si. C'est pour ça que la question de la... Tu prends tout en bloc. Colbert, oui, mais la question qu'il faut se poser, c'est pas de dire déboulons Napoléon parce qu'il a rétabli l'esclavage, ou déboulons Colbert à cause de l'esclavage. À cause du Code noir. À cause du Code noir, pardon. La question qu'il faut se poser, c'est les gens qui ont construit cette statue-là l'ont construite pour célébrer quel aspect de la vie de Colbert. Quand on fout une statue de Colbert devant l'Assemblée, ce n'est pas pour célébrer son écriture du Code noir. Non. Quand on rend hommage aux vainqueurs de Waterloo, quand 99,9% des gens qui adulent Bonaparte ou qui ont du respect pour Bonaparte, ou quand on érige des statues de Bonaparte aujourd'hui, ce n'est pas à Bonaparte le rétablisseur de l'esclavage. Il y a marqué ça nulle part en France. Ça en fait partie. Si on avait construit une statue d'Adolf Hitler pour son action là, bien sûr. Bon là c'est un personnage particulier de l'histoire. Mais pourquoi on va pas enlever des places Joseph Staline parce qu'on lui a pas rendu hommage pour les goulags. Mais précisément, tu touches du doigt la chose sur Hitler parce que c'est le cas le plus limite. Évidemment, personne ne va faire de statue. Mais alors dans ce cas, pourquoi le rétablissement de l'esclavage n'est pas un problème pour ériger des statues? Je veux dire, c'est un truc énorme, et y compris Napoléon. Pour en ériger des nouvelles, peut-être. Mais oui, mais c'est encore mais ça ne peut pas tu as raison de dire que c'est fait. Moi, dans la ville d'où je viens, ils ont fait une place Napoléon. Ça date d'il y a 2-3 ans, tu vois. C'est un énorme problème politique. Greg, Antoine, je vous remercie beaucoup pour ce débat à tous les deux. J'insiste pour dire que c'est hyper sympa de vous voir discuter aussi autant de choses de fond. Nous, on est ravis de pouvoir accueillir ce genre de débat au crayon, et que je pense que beaucoup de gens dans l'espace public, y compris sur les réseaux sociaux, peuvent s'inspirer aussi d'un tel calme et d'une telle volonté de débattre. Merci à vous de faire du clash, c'est plus sympa que sur un plateau télé. Ouais. Non, effectivement, on ne viendra pas forcément à un plateau télé à très court terme de toute façon. Merci beaucoup de nous avoir suivis, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, c'est très important pour le référencement, à suivre les chaînes Je suis pas content TV et Antoine Léaumont Le Bon Sens.
Merci. Qui sont toutes les deux des super chaînes qu'on vous recommande évidemment. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires avec respect et inspirez-vous de nos deux débatteurs du jour. C'était Valorant pour le Crayon, on se retrouve très bientôt. Ciao. Cette émission du Crayon est maintenant terminée. Je compte sur vous pour vous abonner, pour liker la vidéo, pour nous donner aussi votre avis en commentaire. C'est très important de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à débattre, évidemment dans le respect. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Valorant. Ciao.